Le moment est-il opportun pour rentrer sur Mersenne? C'est la question à laquelle on va répondre dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours de l'action. Ça rebondit depuis depuis un mois, on va dire. On est à 15 €, 15,3 €. Ça rebondit à 21,8. On est encore très loin des sommets de 42 €. Donc, est-ce qu'il faut attraper le rebond qui est en train de naître? On regarde ça. On est sur une croissance, en médiane de 7,4. La dernière publication nous a donné 2,7 sur l'exercice fiscal, 2024. Si on se met sur 12 mois glissants, est-ce qu'on a l'info? On n'a pas l'info, donc on va rester sur, un rythme annuel. Donc voilà, hein, petite croissance, enfin croissance, en médiane, on a une bonne croissance et moi je pense qu'on peut s'attendre à une croissance qui remonte un petit peu, hein, avec la thématique de l'électrification et donc les besoins, de plus en plus, importants en câbles électriques, hein, notamment c'est le métier de Mersen. L'entreprise fait également de petites acquisitions. On est, alors, même, enfin, des grosses acquisitions, hein, puisqu'on est à 146 millions sur une market cap de 530 millions, donc ça fait quand même un bon quart, hein, donc on est en cumulé sur 10 ans évidemment. Donc voilà, croissance externe et croissance organique. La croissance organique va reprendre à mon avis, la croissance externe ça peut continuer, mais il faudra que l'entreprise ait bien sûr les moyens de faire ses acquisitions. Donc ce qu'on voit ici, c'est intéressant. On regarde les taux de marge. Bon, ils sont en stabilité. Nous, ce qu'on veut voir, c'est les taux de marge qui augmentent, mais ça, ça prend du temps, hein. C'est pour, qu'une entreprise descende la courbe d'expérience et puisse, commencer à améliorer ses marges, ça prend, 25-30 ans. Donc ce qu'on voit en tout cas ici, c'est que l'entreprise arrive à maintenir ses prix en termes de donc la marge brute est stable, le taux de marge brute est stable, donc ça, c'est bien. Le taux de marge d'EBITDA est même quasiment plus haut, donc on arrive bien à maintenir l'efficience opérationnelle et le taux de marge nette, bon, il lui baisse un petit peu, donc il y a potentiellement ici, soit il y a eu de exceptionnel sur le résultat net, soit il y a une hausse des frais financiers à cause de l'endettement, il faut aller voir ça. On n'est pas sur une activité qui a une forte marge, ou une forte marge nette, enfin des forts taux de marge, mais si on regarde par contre en termes de free cash flow, attention qu'ils sont négatifs, donc c'est ce qui me semblait, hein, sur Mersen. On va aller voir les free cash flow après. Donc, ce qu'on voit ici, hein, c'est que globalement, c'est plutôt stable, c'est plutôt bien géré. De temps en temps, il y a quand même ici, ça c'est l'exceptionnel, hein, pour que ça soit aussi important. On est bon sur une entreprise qui est quand même bien gérée d'un point de vue, opérationnel, d'un point de vue, prix, donc c'est pas mal. Ensuite, on regarde la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Hop, donc là, il y a un petit problème par contre, c'est qu'en cumulé depuis, 2023, les free cash flow ne suivent plus les bénéfices nets. Donc bah, ça veut dire que, en fait, il y a une ça veut dire que ça peut venir de plusieurs endroits. Ça peut venir de une variation du BFR défavorable, donc c'est un peu le cas. On a 278 millions quand même, ça fait, c'est pas assez significatif, hein, donc ça impacte les cash flows opérationnels et à dépenses en capital, constante, bah, du coup les free cash flow. Ensuite, si vous regardez dépréciation, amortissement, VS dépenses en capital, elle accélère la dépense en capital, hein, depuis 2023 et donc ça se part d'ailleurs, c'est à partir de ce moment-là que ça a décroché en cumulé. Donc voilà, hein, il faut avoir en tête que cette entreprise est en train d'investir pour l'avenir, donc ça impacte les free cash flow à court terme, c'est pas très grave, hein. Si au bout d'un moment, bah, ça se concrétise en génération de free cash flow, mais il faut pas que ça soit éternel non plus, hein. Donc on peut voir aussi s'il y a des other non-cash items, il y en a 880 millions. Bon, là, vous avez quelques éléments de réflexion pour aller creuser dans le tableau de flux de trésorerie, pour comprendre toute cette différence. Pour être conservateur, on peut utiliser les free cash flow pour valoriser l'entreprise, hein, forcément ça donnera un multiple qui sera plus élevé. Ou alors on va voir s'il y a de la dette, on pourra utiliser la valeur d'entreprise sur EBITDA. On continue avec la rentabilité opérationnelle, donc on va faire un tour du côté des rendements des capitaux investis. On est sur quelque chose qui est convenable. C'est une entreprise qui opère dans un secteur qui est quand même capital intensif. On a un rendement des capitaux investis qui est à 7,8 et c'est ce qu'on a, sur la dernière publication disponible, hein, sur 2024. Disponible dans l'outil, hein, j'entends, parce qu'on a sans doute une publication qui est, du chiffre d'affaires qui a été faite en mars, mais elle est pas incluse dans la qualifine. Quand les publications ne sont pas complètes, vous n'avez pas tous les chiffres qui se mettent à jour ici. Donc bonne rentabilité des capitaux investis. Pour une entreprise capital intensif, c'est pas mal. On va regarder la dette, comment elle se comporte. Là, elle a monté, hein, la dette, parce que ça va mettre en regard l'acquisition. Si on met en regard avec l'acquisition, ouais, ça correspond à l'acquisition, hein, donc on a appelé, son banquier pour aller, racheter, heu, un concurrent. Donc ça fait monter la dette. On est à un niveau qui est quand même, un peu élevé, à 2,5. Bon, ça reste soutenable à ce niveau-là, surtout si, la dette, baisse ensuite par la suite, hein, je pense que ce sera le cas, ou alors que même les bidas augmentent, hein. En même
en termes de dette nette, on aimerait que ça baisse, hein, même si l'EBITDA augmente, ce qui ferait baisser le ratio de levier, entre dette nette sur EBITDA, mais il vaut mieux quand même qu'en net ça diminue. Free cash flow négatif, hein, donc pour l'instant, on ne peut pas rembourser la dette, hein, donc à avoir cet élément en tête, ça peut être un élément de fragilité du dossier, mais bon, je pense que ça reste soutenable à ce niveau-là quand même. Ensuite, la rémunération de l'actionnaire. Il faut se rappeler que la rémunération de l'actionnaire se fait ici à crédit puisque les free cash flows sont négatifs, hein. Donc on a quelque chose qui est un peu moins bien ici. On voit que, alors le dividende a tendance à augmenter, c'est bien, 30 millions sur, 529. Bon, en fait, en fait, on a vraiment du dividende qui est à 5,5%. On est sur, 5-6 on va dire, mais on est sur une dilution assez massive en 2023. Donc ça, c'est l'acquisition aussi, je pense, hein, qui s'est faite aussi avec une augmentation de capital. Ça, c'est pas un problème. Alors, c'est plus intéressant de faire une augmentation de capital quand vous avez des multiples élevés, puisque en fait, vous réunissez beaucoup plus de cash que quand votre action, elle vaut rien. Bon, il faut voir à quel multiple s'est faite cette augmentation de capital. Il faut voir aussi maintenant ce que va faire le management quand le free cash flow vont venir. Est-ce qu'ils vont commencer à racheter des actions ou pas? En Europe, on est plutôt sur du dividende, ce qui est moins efficient, fiscalement, quoique maintenant il y a une taxe sur les rachats d'actions, donc bon, faut voir ce qui est le plus adapté. Coifi nous calcule un rendement d'actionnaire à 5,8, mais en fait ça c'est uniquement le dividende et on le rappelle, ce dividende n'est pas soutenable pour l'instant vu qu'on a des free cash flow négatifs. Donc on va pas sur Mersen pour la rémunération d'actionnaire, hein, ça, faites attention à ce point-là. Ensuite, on va regarder la valorisation. On a beaucoup de dettes quand même sur le dossier, donc on se met en VE sur EBITDA et là, on est décoté. On a touché un point bas de décote, en début, fin 2024, début 2025, à 4 fois la VE sur EBITDA, ce qui est vraiment pas cher payé, soit dit en passant. Le plus bas auparavant, c'était en 2020, où tout s'est crashé, donc à 3,8. Là, on est quand même décoté par rapport à la médiane, hein. La médiane est à 6,3, on est à 5, donc vous avez quand même 30 de décote, quasiment. Si on veut être plus conservateur, on peut prendre un multiple, sur 5 ans, mais bon, c'est pareil, vous avez, 20-25 de décote sur le dossier. Moi, je pense qu'en absolu, c'est très décoté. En plus, on va avoir une tendance, à l'électrification. Enfin, c'est un narratif, hein, mais on va avoir quand même, une augmentation de la croissance dans le secteur. Donc, je pense que ce multiple-là le multiple ne va pas rester à ce niveau-là très, très longtemps, hein. Donc, conclusion du dossier sur Mersen. Le seul point un peu de doute que je vois sur le dossier, c'est les free cash flow et la dépense en capital. Mais, s'ils font la dépense en capital, c'est qu'ils voient des opportunités de croissance, à court moyen terme. Donc, ils sont pas bêtes non plus, hein. Ils savent qu'il y a de la croissance à les capter. Ils font d'ailleurs des acquisitions aussi pour en capter un petit peu. Donc, Mersen pour moi, ça reste un dossier intéressant à mettre en watchlist et à aller creuser plus en détail de votre côté si c'est une thématique qui vous intéresse. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.